En virage aujourd'hui, nous avons en studio le Porsche Cayenne SI hybride, un véhicule vraiment intéressant, vous allez voir. Aussi, M. Charles Saillant, coprésident du groupe Saillant, va venir nous parler du tarif imposé aux véhicules chinoises. M. Pierre Baudouin, retraité CAA Québec, lui, va venir nous parler d'un programme qui a été présenté il y a fort longtemps, d'inspection de véhicules 8 ans et plus à la revente. Pourquoi ça n'a pas passé? On va voir ça avec M. Baudouin. Maxime Dubois va faire les nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, immédiatement, on va parler de cette Porsche Cayenne que nous avons en studio, Jacques. Beau véhicule que j'ai apprécié parce que le système hybride que Porsche ont mis en place dans ce Cayenne est vraiment extraordinaire. Faut jouer, apprendre un petit peu à jouer avec le tout. Mais déjà, le Porsche Cayenne était le sport utilitaire par excellence si vous aimez conduire. Et il est disponible en multiples versions, bien sûr. Système hybride qu'on a placé dessus, je pense qu'il est efficace. L'autonomie électrique est bonne. Et la gestion, si vous voulez, également, je pense que c'est très bon du côté du Cayenne parce qu'on peut le mettre hybride, on peut le mettre électrique. Le véhicule choisit lui-même son système hybride. On peut mettre de la performance. On peut le mettre rechargeable. On peut le recharger en roulant. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tu es en train de me dire que c'est un Porsche, là, oui. C'est un Porsche. Alors, tout ça parce que c'est certain que Porsche ne pouvait pas arriver avec un véhicule semblable et ne pas monter à bord toutes les possibilités de rendre ce véhicule-là agréable, intéressant et performant. C'est ce qu'on s'attend d'un manufacturier comme Porsche. Alors, on sait qu'il y a 4 concessionnaires, par exemple, au Québec. Il y en a 20 au travers le Canada. Alors, si on veut s'acheter une Porsche, c'est pas un problème non plus au niveau de l'entretien. Le véhicule qu'on a ici, on sait que actuellement, Porsche font leur marché avec les Cayennes et les Mécanes. Si on enlève ça, il reste l'automobile. Et ça, lorsque l'automne arrive... Une Panamera de temps en temps et une 911 on est vraiment mal pris. Ouais. Alors, c'est un moteur, le véhicule qu'on a ici possède un moteur qui fait 483 chevaux avec une transmission automatique 8 vitesses. C'est une transmission qui est vraiment bien adaptée et qui peut vraiment aller jouer dans la performance si on a besoin. Encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, avec tout ce qu'il y a d'électronique à bord, mais ça nous permet d'avoir un véhicule agréable. Au niveau de la ligne, au niveau de la douceur de la carrosserie, comment est-ce qu'elle est dessinée, etc., c'est un véhicule qui est fait solide, rigide, qui est vraiment fait pour avoir du plaisir à conduire. Et Porsche ont des suspensions qui sont aussi adaptatives, agréables, et on voit l'extérieur, mais l'intérieur, c'est là que ça se passe. Au niveau des sièges, la première chose que je remarque, moi, c'est lorsque je m'assois dans le siège, comment est-ce que ça me supporte, comment est-ce que les fesses sont supportées, comment est-ce le dos, etc., et le tableau de bord que j'ai devant moi. Et ce qu'il y a dans ces Porsches-là, bien, ça a été pensé justement pour ça. Une autre chose, c'est que on a le véhicule ici avec le moteur hybride qui a 483 chevaux, comme je disais. On peut avoir un V8 turbo qui fait au-delà de 700 quelques chevaux. Alors, selon ce qu'on a besoin, il y a 3 moteurs chez Porsche. Le moteur de base, qui est le V6 turbo, et le moteur électrique qu'on a ici. Ce que j'aime, c'est, au niveau du tableau de bord, j'en ai parlé, on peut l'avoir avec des roues 20 pouces à 22 pouces. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur le pneu lorsqu'il va venir les changements de saison? Alors, il faudra justement y penser à ce niveau-là. C'est une voiture solide, confortable, silencieuse, bon freinage. On a juste à regarder la dimension des freins sur ces véhicules-là. C'est penser justement que lorsque tu roules, ça va être performant. Une autre chose, c'est un véhicule qui est au niveau remorquage
de 6 000 à 7 700 livres selon le moteur qu'on aura monté à bord. Les moteurs électriques, on remorque un petit peu moins. Il faut faire attention lorsqu'on commande, par exemple, ces véhicules, parce que c'est des véhicules qui, au niveau des options, ça fait grimper le prix très rapidement. C'est un véhicule agréable, solide. C'est pas juste pour se faire voir, c'est un véhicule intéressant. Surtout la version S est un peu plus sportive que la régulière. Il faudra penser aussi, lorsqu'il vient le coût des entretiens, on sait que ça va coûter un peu plus cher d'entretenir une Porsche qu'entretenir un véhicule régulier, que ce soit un Volkswagen ou une autre marque. Là. Mais moi, c'est un véhicule que j'aurais pas de misère à recommander à qui que ce soit, parce que je sais que c'est agréable de conduire ces véhicules-là. C'est le véhicule par excellence. Absolument. Par excellence Absolument. dans ce domaine-là, et on fait bien les choses chez Porsche. C'est incroyable comment c'est facile. Puis lorsqu'on sait utiliser le véhicule, parce qu'on peut le laisser en mode hybride. Si on fait de la route, on s'en va à Montréal, on peut le laisser en mode hybride, puis il n'y a aucun problème. Le véhicule va toujours aller chercher le maximum d'économie de carburant. On est en ville, puis on fait nos commissions, bien, on le laisse à 100 électrique, et là, le véhicule fait le travail, puis il va épuiser sa batterie. On va faire entre 50 et 60 km, environ. disons 100 électrique. C'est parfait. On a épuisé sa batterie électrique. On met ça en Sport Plus. Sur l'autoroute, la batterie se recharge très rapidement, comme j'ai jamais vu. Alors, vraiment, là, puis on peut même jouer avec les suspensions, le silencieux, puis le bruit du moteur. Bref, il y a des milliers, je pense, de possibilités de configurer son véhicule, mais on peut l'utiliser intelligemment. Puis si on ne veut pas se casser la tête, on le laisse sur hybride, puis il va avoir le maximum d'économie possible. Et il reste quelques boutons aussi qu'on peut être ajusté à radio ou système de ventilation manuellement, alors qu'on n'est pas toujours obligé de jouer dans l'écran. Alors, c'est le résultat de ça. Si vous avez entre 150 et 200 000 à peu près. À peu près, là, je compte pas le turbo. Vous pouvez aller vous amuser avec un Porsche Cayenne. Et il y en a des hybrides, autant des S que des régulières, parce que on sait maintenant, avec la pénurie de véhicules dans à peu près tous les modèles, du côté de chez Porsche, on se débrouille très, très bien. Et ça met la barre haute. Ça met la barre haute pour le plaisir de conduire d'un véhicule comme ça, parce qu'on peut être électrifié et avoir du plaisir à conduire en plus. Absolument. Porsche marie ça parfaitement, l'électrification et le fun de conduire. Puis ça, tu le sais, conduire une Porsche, c'est le fun. Puis, c'est pas désagréable tantôt. Merci, Jacques, on s'en parle tantôt. Plaisir, merci. Alors, voilà, on s'arrête à virage. Restez avec nous. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage. Il n'y a pas tellement longtemps, on a ramené un programme dans l'actualité, et c'est celui des inspections de véhicules de 8 ans et plus. Ce programme, évidemment, n'a jamais passé, mais de plus en plus, on commence à parler de ce programme de nouveau. C'est pour ça que j'ai pensé d'inviter l'instigateur de ce programme, M. Pierre Beaudoin, qui est évidemment retraité CA Québec. Bienvenue à Virage, M. Beaudoin. Merci. Ça va bien? Oui. Alors, vous étiez directeur service technique? Oui, principal service technique chez CA. J'étais là pendant 43 ans dans cette merveilleuse entreprise. Re-bienvenue à Virage, parce Merci. qu'on s'était déjà parlé dans le passé, Bien évidemment. Monsieur Beaudoin, ce programme-là revient dans l'actualité. On veut inspecter les véhicules qui roulent déjà. Quel était l'objectif de ce programme-là? Pourquoi vous avez embarqué, évidemment, dans ce programme monstre-là? Premièrement, j'avais une certaine expertise au niveau des inspections de véhicules pour les gaz d'échappement parce qu'en 1975, CA Québec avait lancé une première clinique d'inspection sur la route, clinique mobile, qui avait parcouru plusieurs villes du Québec. Et j'avais été impliqué comme technicien en vérification à l'époque, j'étais étudiant. Et j'ai appris beaucoup de cela et j'ai pris de l'expertise avec les années. On avait à l'époque des centres corporatifs qui appartenaient à CA Québec de vérification et on utilisait les gaz d'échappement comme moyen, la vérification des gaz d'échappement comme moyen de diagnostic. Avec le temps, j'ai pris de l'expertise. Puis en 2005, j'ai été nommé président de la table de concertation pour l'environnement et les véhicules routiers et je me suis impliqué beaucoup au niveau de cette table-là.
Vous aviez beaucoup d'expérience, évidemment, dans tout ce qui était gestion des gaz et de l'environnement, donc Oui. protection de l'environnement. Le programme, lui, en tant que tel, avait quoi comme objectif? Puis qu'est-ce que vous vouliez qu'on garde dans ce programme-là? Écoutez, le programme a démarré en 2005 lorsqu'on avait rencontré à l'époque M. Thomas Mulcair, qui était ministre de l'Environnement pour le Québec. Et j'avais lancé l'idée à M. Mulcair parce que conjointement, à la table, on présentait nos travaux à M. Mulcair et on avait un petit peu été sensibilisés justement qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre environnement, ce qui était dans ses mandats à lui. Et j'ai eu l'idée parce que je voyais ce qui se passait aux États-Unis, particulièrement en Californie. Et je me disais, pourquoi qu'on n'a pas des programmes comme ça au Québec? Et j'avais spécifié à M. Mulcair, écoutez, pourquoi qu'on n'inspecte pas les voitures de 8 ans et plus à la revente? Ça permettrait justement de démarrer un programme, de voir où on va, puis peut-être de l'élargir un jour si c'est nécessaire. Mais au moins, on partait avec un embryon d'un projet qui pouvait être très prometteur. C'est absolument logique. On revend un véhicule, on veut qu'il soit propre pour l'environnement puis qu'il soit sécuritaire en même temps. Il me semble que ce ne serait pas compliqué de faire un programme comme ça puis de rendre peut-être tous les concessionnaires puis les garages avec bonne bannière mandataire où on peut émettre un certificat de conformité. Fait que comme ça, on s'occupe des véhicules qui polluent aujourd'hui. Oui. Et là, on met des lois pour les véhicules électriques qui finissent plus, qu'on va avoir demain. Mais il y a des véhicules, des millions de véhicules qui roulent aujourd'hui. C'était logique, ça, M. Baudouin? Oui, écoutez, il y a plus de 500 000 transactions par année de voitures de plus de 8 ans à la revente. Donc, c'est un parc important. On avait calculé à l'époque environ 60 000 véhicules délinquants. On pourrait peut-être actualiser à 70 000 véhicules qui auraient besoin d'être entretenus et réparés. Puis ce qui est important dans ce programme-là, à l'époque, on visait surtout l'environnement. Mais aujourd'hui, quand je vois l'état du parc, je me dis, on vise deux choses. La sécurité des automobilistes, puis une transaction qui est abordable et justifiée. Parce que, vous savez, un véhicule de 10 ans qui va se vendre 10 000 c'est quand même de l'argent pour l'acheteur. Surtout que le vendeur est souvent plus fortuné que l'acheteur. Et vous savez, en profitant de la transaction de vente, on sera en mesure de le faire inspecter. Il y a toujours des coûts. Les gens se disent souvent, ça va coûter cher. Les coûts sont toujours présents. Que ce soit le vendeur qui doit les assumer pour entretenir son véhicule ou l'acheteur qui va hériter d'un véhicule en mauvaise condition, il n'y a pas de coût additionnel. Uniquement le coût de l'inspection. Puis vous le savez, si je peux recommander quelque chose à un acheteur des véhicules dans cette catégorie-là, faites-le inspecter. J'ai encore fait des examens du marché ce matin pour voir qu'on parle de véhicules entre 6 et 15 000 $. Et souvent, ce qu'on voit, puis je voyais ça ce matin, 7 000 km de moyenne par année. J'allume une grosse lumière rouge. Là. Parce qu'au Québec, on roule 13 200 km en moyenne par année. C'est des chiffres que j'ai vus au niveau des HEC à Montréal. Donc, c'est quand même pas acceptable d'avoir un véhicule. Puis c'est une série de véhicules à 7-8 000 km par année. Je me dis, il y a anguille sur roche ici. Là. Donc, il faut les faire inspecter. Pourquoi ça n'a pas passé? Les gouvernements, on dirait que s'il n'y a pas d'argent au bout de la ligne, on ne bouge pas. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien. Le gouvernement ne va pas chercher d'argent. Donc, c'est un programme qui aide les voitures et qui rend la planète plus propre aujourd'hui. Écoutez, on a eu de ça n'a pas passé. Oui. On a eu de bonnes intentions de formuler par Mme Beauchamp qui a succédé à M. Mulcair. Par la suite, c'est M. Pierre Arcan qui a attrapé la balle au bon pour lancer le programme en 2011 ou en 2012, excusez, avec le projet de loi 48. Ça devait débuter, je crois, en 2013. Et tout avait été préparé par les intervenants de la table. On avait une vingtaine d'organisations, une multitude de spécialistes. On a fait des délégations aux États-Unis pour aller voir comment ça se passait, par exemple, au New Jersey, où je trouvais qu'il y avait un principe très, très bien détaillé pour les inspections de véhicules. Puis malheureusement, en lançant le programme, il y a des choses qui ont été ajoutées à ce que nous, au niveau de la table, on demandait. Et on avait précisé que tous les véhicules de 8 ans et plus, dans 2 ans, devraient être inspectés. Là on parlait d'un nombre, c'est 20-25 du parc. Fait qu'on parlait de 800 000 véhicules. Là. Puis ça n'aurait pas coûté cher là, aux consommateurs. Comme vous l'avez dit, là, l'inspection, si on rend ça disponible à plein de mandataires, pendant votre changement d'huile, vous demandez le certificat de conformité, ça ne coûte pas cher et vous n'êtes pas obligé de faire les réparations nécessaires. Oui. Mais quand vous présentez à votre acheteur, voici le rapport, bien, il y a les bougies à changer, puis il y a
la sonde d'oxygène a changé, bien, c'est soit à l'acheteur ou soit au vendeur. Là, ça devient une négociation et c'est beaucoup plus rassurant pour l'acheteur également. Puis le vendeur, lui, justement, il met les cartes sur table. Alors, tout le monde est gagnant là-dedans. Puis celui qui ne veut pas faire inspecter son véhicule, bien, faites-le inspecter parce que, justement, il y a anguille sous roche. Puis... Baudouin, on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Un mot en terminant, oui? Bien, écoutez, pour vous dire une chose aussi, en économie de carburant, là, on parle environ de 250 à 500 $ selon le type de véhicule d'économie lorsqu'un véhicule surconsomme 15 Donc, si vous ajoutez 15 du coût de l'essence à la pompe, vous allez faire un saut, mais dites-vous que vous allez le payer par la suite si votre véhicule n'est pas entretenu. Merci, M. Baudouin, d'être passé. On va sûrement en reparler. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour de la pause, les nouvelles de l'industrie. Restez avec nous. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois. Salut, Max. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Bien content de t'avoir pour cette nouvelle saison. On va faire encore plusieurs choses et peut-être un peu bonifier. Tu vas nous arriver avec des petits dossiers ici et là durant le courant Faut pas que je lave ta voiture, toujours? Non, ça, OK, ça va être correct. Alors, les nouvelles tout de suite, Max. On parle de Toyota qui va réduire sa production mondiale de véhicules électriques de combien? De 1/3 pour 2026. Alors, on revoit les objectifs. C'était quand même, on va dire, audacieux, on va prendre le bon terme. 1,5 million à 1 million. C'est énorme pour Toyota qui a pas eu vraiment, on pourrait dire, c'est pas les champions de la production de véhicules électriques. Côté hybride, bon, OK, ils sont ceinture noire là-dedans depuis 20 ans et plus avec les Prius et compagnie. Ça va très bien. Mais véhicules proprement dit électriques, écoute, 104 000 véhicules électriques ont été faits pour 2023. C'est 1 des ventes mondiales. Donc, c'est pas assez. Alors, 1,5, c'était très... audacieux parce que audacieux, carrément. ils ont un véhicule. C'est pas compliqué. Oui, BZ4X. À part quelques véhicules commerciaux ici et là, Oui. qu'on n'a même pas sur notre continent, nous, ici. Donc, on a du BZ4X et on a du Lexus. Je ne sais pas si on calcule le Lexus dans l'équation, mais il reste que pour arriver à des chiffres comme ça prend plus de véhicules et ça prend des véhicules aussi qui sont un petit peu plus compétitifs au niveau du kilométrage d'autonomie. J'allais le dire, BZ4X a son lot de critiques. Tu en parles premièrement avec la batterie. Pas de problème avec le BZ4X, c'est son autonomie. Mais arrive-moi avec d'autres véhicules. Oui, mais... C'est le plus gros constructeur mondial. Oui. On a seulement un véhicule, ça ne fonctionne pas. Ça prend d'autres véhicules pour venir aider le BZ4X, Parce que qui est un excellent véhicule. Puis c'est pas tout le monde qui a besoin d'autant de 500, 600, 700 km d'autonomie. Ouais. Mais ça ne doit pas être le seul véhicule dans ta salle de montre. Ça ne répond pas à tous les besoins qu'on a. Ça prend une plus grosse gamme, une gamme plus étendue, effectivement. Mais ils ne sont pas seuls aussi, le Toyota, à revoir leurs chiffres. Tout le monde. Volvo vient tout juste de déclarer, eux, avaient comme objectif de passer 100 électrique en 2030. Ils ont mis ça aux poubelles. Ça fait longtemps qu'on nous casse les oreilles chez Volvo, ça marche qu'on va plus, être là. le premier constructeur 100 électrique en 2025. Là, c'est ça qu'on avait comme objectif. 2030. Puis là, 2030, bien, c'est fini. Ben voilà, c'est Fait que réglé. toute la gamme devait être électrifiée en 2025. Oui, puis là, finalement, entièrement électrique d'ici 2030, ce qu'on disait. Alors, on va plutôt opter pour du modèle hybride. Je reviens pour Toyota pour la deuxième nouvelle, par contre. On a une bonne nouvelle pour Toyota parce que le fameux projet des batteries solides, bien, on a l'avant, finalement, au Japon. Alors, c'est le ministère, le ministère japonais du Commerce et de l'Industrie, c'est comme ça qu'on l'appelle, vient de donner son OK. Alors, ça veut dire que prochainement, on va déjà commencer à travailler pour 2026 pour avoir du 800 km d'autonomie, du 600 pour la plupart des véhicules. Et on va même travailler pour avoir dans les versions performance, comme on les appelle, du 1000 km pour 2028, qu'on va être capable de recharger en 10 minutes. Alors là, avec les batteries solides, une nouvelle génération, on en a parlé fréquemment, ça s'en vient enfin, parce que tu parlais du BZ4X. Le BZ4X a une petite autonomie et il y a des pépins qui sont reliés à ça. Les pépins qui ne sont pas des problèmes, mais on va appeler ça des contraintes.
je ne sais pas si tu le sais, mais avec Toyota, pour le BZ4X, on ne peut pas recharger plus de 2 fois en 24 heures sur du 400 volts. Il y a La un batterie est off. protégée parce qu'on a voulu avoir une batterie qui dure 10 ans Oui. puis qui soit bonne à 90 Donc, Exact. on l'a protégée dans la recharge, on l'a protégée dans la surchauffe. Donc, Mode de protection. Ça peut être un ennui pour les longs voyageurs, ceux qui veulent en faire longtemps, de la longue route. ces nouvelles batteries-là Ouais. vont régler tous les problèmes. Oui, C'est très prometteur. oui. Ça roule déjà en Chine aussi, ces batteries-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Et la plupart des fabricants ont annoncé qu'on passait à la batterie solid state. Donc, ça reste à voir au niveau des promesses d'autonomie. J'ai hâte dans les prochaines années, mais on le savait que c'était 27-28 à peu près qu'on allait voir arriver les nouvelles générations. Ça s'en vient. Puis Toyota fait ça un peu avec le Japon. En fait, c'est le Japon qui dit OK pour justement réduire un peu sa dépendance à la Chine. Alors justement, pour en faire ses propres choses de son côté. Bien, on est propriétaire de Panasonic. C'est un producteur de Voilà. batteries Et voilà. à grande échelle et c'était un spécialiste en électronique. Donc Alors, on faut s'en s'unit, servir. on s'associe avec les meilleurs, les grands, et puis ben voilà, on va de l'avant. L'union fait la force, qu'ils disent? C'est pas mal ça. Parlons des véhicules électriques, justement. Es-tu surpris que, évidemment, en mars, on a annoncé la fin, ou du moins la diminution des programmes de subvention? Alors, il y a eu un boom, hein, un vente de record. Plus de 33 911 véhicules électriques et hybrides neufs ont été immatriculés dans ces 3 mois-là. C'est assez... c'est une hausse. Écoute, plus de véhicules qui ont été vendus au Canada. On parle de 51,6 des véhicules électriques vendus au Canada ont été immatriculés chez nous au Québec. Absolument. C'est tout à fait logique. Si on hésitait, c'était une bonne façon de dire OK, on plonge, on achète un véhicule électrique. Et là, s'en vient, d'après moi, un autre petit boom. Parce que cet automne, on va assister vraiment à la fin Juste avant que ça du rebaisse. programme entier. Donc, on Ouais. va tomber au demi-programme. L'année prochaine, je pense que pour les fabricants, ça va être assez spécial donc, de gérer le parc de véhicules électriques. En janvier 26, on va avoir un autre... On va être à une 2000 autre- uniquement une autre pour les 100 baisse. électriques. Fait que là, je Jusqu'au pense que là, 31 on va décembre. voir que le marché du véhicule électrique, quel est-il réellement? Parce que c'est un faux marché présentement. Puis tu le dis, c'est de valeur. Ça prend la menace de l'arrêt des subventions Tout à fait. pour que les gens en achètent. Ça veut dire que ça va être quoi une fois qu'on n'aura plus les subventions? Est-ce que les fabricants vont rajuster le tir? Ils vont accommoder un peu plus? S'ils baissent leur prix, ça va vouloir dire que c'est un marché subventionné. Ah oui, tout à fait. Puis le profit allait directement dans les poches des fabricants automobiles. On va voir ce que ça va donner. Juste en terminant là-dessus, est-ce que je vais te faire un petit top 10 rapidement des véhicules les plus financés au Québec depuis avec les subventions. Top 10. Alors, ID4 en 10e position, modèle Y 9e de Tesla, Chevrolet Bolt en 8e, Chevrolet Volt en 7e, Chevrolet Bolt EUV, Nissan Leaf, RAV4 Prime, Prius Prime et top 2 maintenant, le Kona de Hyundai et le véhicule avec le plus de subventions, Model 3 de Tesla. Évidemment, c'est les véhicules qui sont à plus haut volume. Si Toyota avait pu produire du RAV4 Prime, il serait premier. Il serait là, c'est sûr et certain. On lâche les véhicules verts et on y va un petit peu plus dans les véhicules qui sont un peu plus Moins assoiffés. Moins vert un peu. On va parler du Dodge qui va célébrer les 20 ans de son Durango EMI. Écoute, le EMI, on le sait, c'est bientôt sur la chronique nécrologique. Hein? C'est presque terminé. On va le garder uniquement pour certains camions. Alors, le Heavy Duty, le Ram et compagnie. Mais on va garder quand même pour des versions un peu plus particulières. On parle d'une SRT L4 Silver Bullet et une RT 20e anniversaire. Quand même des véhicules qui vont être remarqués, mais dépêchez-vous parce qu'évidemment, ce sont des éditions extrêmement limitées parce que par la suite, bien évidemment, on va se retourner vers le fameux Hurricane, le 6 cylindres. Mais il faut quand même débourser quelques feuillards. Le RT 20e anniversaire, 83 580 $. Et le L4 Silver Bullet débute à 155 130 $. Alors, toi qui aimes la puissance, mais je me souviens que tu aimes bien ce moteur-là, mais dans les véhicules plus bas et non dans
Mais quand même, ça laisse présager que ce sont des véhicules qui seront peut-être un petit peu plus... J'imagine même pas la personne, parce que, surtout aux États-Unis, ici aussi au Québec, les muscle cars, les gens aiment ça, ont toujours aimé ça. Chez Chrysler, on a toujours aimé ça. Mais les éditions limitées des versions Charger, Challenger, maintenant Durango et les autres, le nombre de versions qu'on a sorties. C'est incroyable. Tu sais, moi, j'en perds mon latin. Je te dirais même du côté de chez Mustang. Les Mustang aussi. Mustang, il y en a un catalogue plein, là. Ils en ont sorti, là, un puis un autre, au point de vue que si tu es un collectionneur, tu te dis lequel que je choisis. Ça va prendre plusieurs portes de garage. Exactement. Je les veux tous. On parlait de véhicules qui s'annoncent, du moins avec les motorisations. C'est peut-être la fin de la production pour la TLX chez Acura, qui devrait s'arrêter en 2025. On dit devrait parce qu'on n'a pas annoncé de remplaçante pour ce véhicule-là. C'est dommage parce que, c'est pas une surprise. Le marché des berlines, on le sait, c'est en déclin depuis je ne sais plus combien d'années. Une diminution de 56 des ventes pour ce véhicule-là. C'est quand même énorme. C'est quand même triste. C'est dommage parce que c'était un bon véhicule. Surtout dans sa version, le type S, c'était reconnu comme une excellente berline. C'est une excellente. Ouais. Berline, c'est fiable, c'est durable, peu de coûts d'entretien, performant. Oui. Ça colle. C'est une vraie berline sportive. Là. C'est pas une berline de promenade. Fiabilité. Tu peux te promener, mais c'est vraiment une berline sportive. Tu peux aller sur la piste avec cette voiture-là. Ça colle. Incroyable. Acura nous avait emmenés à Icar pour essayer cette voiture-là lorsqu'ils l'ont sortie. Tout est là. Son problème, elle a l'étiquette Acura. Fait que, par les temps qui courent, avoir l'étiquette Acura, c'est pas ce qu'il y a de plus attirant parce que Acura sont très, très tranquilles. Honda aussi, par les temps qui courent. Pourtant, cette berline-là mérite vraiment un essai routier. Si jamais vous cherchez quelque chose de dynamique à conduire, c'est ce qu'il faut aller voir. Excellente berline. Mais il faudrait qu'Acura se réveille un peu. Il faudrait, absolument. On parle de l'indicateur de vitesse maintenant qui est sur Google Maps, CarPlay. Ça s'en vient. Certains endroits, on peut l'avoir. Quelle bonne nouvelle! On peut l'avoir déjà si vous êtes utilisateur, entre autres, avec Waze, mais c'est extrêmement fiable parce qu'on le sait, l'indicateur de vitesse dans le véhicule, l'odomètre, c'est pas toujours fiable. C'est pas toujours la réalité. Et surtout qu'en plus, des fois, les gens vont faire des modifications de grosseur de roue, grosseur de pneus. Alors, on n'a pas la vitesse clairement purement indiquée, extrêmement précise. Maintenant, avec ça, ça s'en vient de plus en plus précis. Alors, si vous voulez peut-être faire attention avec les opérations séchoirs, voilà. C'est pour ça qu'il nous donne une petite marge de manœuvre. Absolument. Pour ça. C'est déjà tout, Max? je voulais... OK, c'est bon. J'avais d'autres choses à te jaser, mais on en regardera la prochaine fois. Oui, tu vas revenir. Parfait. Merci. Salut. Alors, voilà, c'est tout pour les nouvelles de l'industrie. Restez là, on va revenir après la pause. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour et je suis maintenant en compagnie de M. Charles Saillant, qui est coprésident du groupe Saillant, évidemment, mais aussi président sortant de la CADA. Bienvenue à Virage. Merci, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, moi, je voulais te parler directement pour, évidemment, l'imposition d'un tarif d'entrée pour les véhicules chinois. La raison pour laquelle j'ai fait appel à toi, sur la CADA, d'abord, tu vas nous expliquer un peu c'est quoi la CADA. Et deuxièmement, c'est que vous venez de vous porter acquéreur de Polestar et Volvo, qui sont directement impliqués, justement, avec la Chine, ayant plusieurs modèles fabriqués là-bas. Alors, Charles, on va commencer un petit peu avec la CADA et votre rôle. Oui, la CADA, en fait, c'est un acronyme c'est la Corporation des associations automobiles concessionnaires du Canada. OK. Donc, c'est comme la corporation qu'on connaît nous autres ici, mais pour le Canada en entier. Exactement. Sauf qu'on représente, on représente les associations provinciales qui, eux, représentent les membres. Mais au total, indirectement, on représente tous les concessionnaires automobiles du Canada, 3200 membres. Donc, c'est une force quand même assez impressionnante. Comment vous avez vu ça maintenant et comment vous avez vécu
justement ce protectionnisme chinois. Donc, on veut imposer aux véhicules chinois un tarif de 100 donc doubler le prix que pourrait être cette voiture-là. Comment vous voyez ça? Bien, je le comprends au niveau économique. On veut protéger nos industries. Il y a quand même quelques usines au Canada. On n'a pas de constructeurs canadiens. Mais on a quand même plusieurs constructeurs étrangers au Canada où tout le monde a quasiment une usine dans les gros constructeurs, surtout en Ontario. En fait, quasiment exclusivement en Ontario. Oui, du côté concessionnaire, on ne se le cachera pas, tout l'exercice a été fait pour se protéger d'un joueur. Le joueur, ils ne le diront pas, là, mais c'est un joueur, c'est BYD. OK. Build Your Dream, gros constructeur chinois on sait à quel point que Tesla, c'est gros. On envoie des Tesla partout, mais c'est 3 fois plus gros que Tesla. Pour vous donner un peu, mondialement, là, pour vous donner un peu la taille de ce géant-là, ils font affaire partout dans le monde, sauf à 2 pays, les États-Unis et le Canada, au niveau des voitures. OK. Donc, il faut se protéger quand c'est un géant. C'est un géant qui veut écraser tout le monde. Et c'est ce qui a fait peur aux États-Unis, parce qu'il faut dire que c'est les États-Unis qui ont été durs tout de suite avec ce constructeur-là, puis qui ne veut pas entrer ce constructeur-là. Ça, on comprend ça, qu'on veut tout protéger l'industrie automobile nord-américaine, mais est-ce qu'en même temps, le consommateur, on le délaisse un peu parce que cette voiture-là, ces voitures-là, pourraient amener une petite pression à la baisse au niveau du prix des voitures électriques? C'est sûr. Plus que de compétition, plus que c'est bon pour le consommateur. Alors oui, il y a un paradoxe. D'un côté, on a nos ministères de l'Environnement, que ce soit provincial ou fédéral, qui ont un mandat. Non, mais c'est très fort, là. Un mandat, c'est plus que juste un guide. C'est que si tu fais pas ça, tu vas avoir telle conséquence. Tu vas avoir des pénalités très sévères aux manufacturiers, avec des pourcentages qu'il faut que les pourcentages soient atteignables. Sauf que le problème, c'est que là, on dit, bien là, on sait que la Chine est le leader tout confondu et de loin, les deux en voiture électrique. Mais malgré ça, ils décident de, on va prendre une pause pour on enlève la pression de la Chine qui devrait avoir une meilleure compétition, nous rendre meilleurs, tous les constructeurs au monde. Et alors là, finalement, c'est quand même un paradoxe. Alors, on recule d'un pas pour faire, pas un bond en avant, mais pour balancer un peu l'économie, pour garder un statu quo. Ben oui, c'est ça. Et avec l'entrée de ces voitures-là, je pense qu'on n'avait pas réalisé à quel point ces voitures-là auraient pu être abordables. C'est peut-être là que ça a joué la différence, parce qu'on a dit, on va arriver avec des voitures qui sont concurrentes au niveau de l'autonomie, qui sont bien construites, qui sont bien faites et qui seraient vraiment pas chères. Donc ça a fait peur. Pour vous donner une idée, là, une voiture, parce qu'évidemment, la sanction, c'est uniquement pour les véhicules électriques faits en Chine. Les véhicules à gaz faits en Chine, il n'y a aucun problème. Ils sont pas concernés. Mais ça, il y a un avantage à cause de la main-d'œuvre chinoise versus la main-d'œuvre nord-américaine. Il y a un avantage compétitif pour une voiture à gaz, mais elle est de 30 ce qui est quand même énorme. Mais, vous donner une idée, ça coûte pas 30 de moins faire un char électrique en Chine versus ici, c'est 70 de moins. 3 fois moins cher. Donc, évidemment, on pourrait faire mal aux industries qui sont déjà implantées ici. Oui, parce que là, c'est pas juste la main-d'œuvre, c'est aussi les matières premières. À la Chine, les terres rares qu'on appelle, les autres, ils ont été bénis des dieux, si on veut. Ils ont tous les matières premières, à part une, je pense, dans leur sous-sol. Puis ils ont à peu près 80 de chacune de ces matières premières-là au monde. Alors, évidemment, les coûts logistiques sont extrêmement bas par rapport à nous en Amérique du Nord ou en Europe. Est-ce que la CADA était favorable à 100 de tarifs supplémentaires, ou on n'aurait pas pu faire un compromis puis dire, écoute, ça prend de la concurrence, puis peut-être à 50 ça aurait fait l'affaire? La CADA est neutre dans cette histoire-là. Je vais vous expliquer pourquoi. On représente tous les constructeurs automobiles. Alors, il y a des constructeurs automobiles qui ont sabré le champagne quand ils ont eu ce tarif-là. Ceux qui n'ont aucune usine en Chine, OK? Et ceux qui sont même en retard au niveau de l'électrification. On en a quelques-uns qui sont vraiment en retard. Alors, évidemment, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Et évidemment, il y a eu des victimes collatérales de cette sanction-là qui était évidemment faite pour BYD. Il y a eu 3 constructeurs, essentiellement, qui ne sont pas nécessairement des Chinois, mais qui ont des usines en Chine pour l'électrique. Alors, il y en a 3 qui ont été frappés. Tesla, Volvo et Polestar, la spin-off de Volvo. J'en étais rendu là. OK. Parce que là, maintenant, quel sera l'impact, justement, pour ces 3
fabricants, dont vous venez de vous porter acquéreur, Polestar et Volvo. Comment vous avez vu ça de l'interne? Moi, je ne peux pas parler évidemment de Tesla, mais je peux parler de Volvo et Polestar. Puis je reviens justement d'un meeting national des ventes, pas plus tard qu'hier. J'étais à Victoria avec Polestar. Ils nous ont expliqué le plan de vente pour les prochaines années, puis aussi leur stratégie. Alors, si on commence du côté de Volvo. OK? Volvo, c'est une grande compagnie. Ils ont des usines à travers le monde. C'est une compagnie que ça fait des années que ça existe. Alors, eux, ils ne seront pas énormément frappés. Il y a 2 véhicules qui sont actuellement électriques, qui sont actuellement faits en Chine. On a le XC60 Recharge. Alors, ça, c'est un plug-in, OK, alors rechargeable. Eux, ils ont déjà un plan pour le transférer, la production en Europe. Ça va se faire, c'est quelques mois qui vont manquer simplement. Alors, il n'y aura pas vraiment d'impact. L'autre, c'est un nouveau modèle qu'on va avoir dans nos... en fait, on va commencer à livrer là, genre le prochain mois, c'est le EX30, qui était très attendu. Vous donnez une idée juste, Volvo de la Ville de Québec, on avait 150 commandes. On a toujours 150 commandes qui attendent. Mais c'est pas une taxe, hein, c'est un tarif. Alors, le tarif s'applique seulement pour les véhicules pas qui rentrent pas au pays, mais qui rentrent... en fait, officiellement, ça rentre au pays le 1er octobre. Alors, tous les véhicules qu'on a déjà au pays, ça ne change rien. On va pouvoir livrer des véhicules en octobre, en novembre, en décembre, puis même chose pour le rabais gouvernemental. Il n'y a aucun problème. OK? Alors, vous avez une commande actuellement, que ce soit à Montréal, à Québec, Sherbrooke, n'importe où, là, d'un Volvo. C'est un 30, il n'y a aucun problème. On va les recevoir. Alors, c'est tous les véhicules qui vont rentrer, puis évidemment, ils s'efforcent d'en envoyer le plus possible au Canada avant le 1er octobre. Je vais vous parler après ça du 1er octobre, il y a une particularité là-dessus. OK? Alors, rendu là, évidemment, il n'y aura pas de problème. Après, on parle de l'année 2025, ça va être pas mal plus compliqué. OK. Au moment du 1er... Là, je parlais du 1er octobre. Il y a même un petit bémol. En fait, un bémol, c'est que ils nous ont donné quand même, le gouvernement canadien nous a donné une flexibilité supplémentaire. OK. Le véhicule n'a pas besoin de rentrer au pays le 1er octobre. Tant que le bateau qui transporte le véhicule part du port chinois avec un enregistrement preuve à l'appui, on est exempté. OK. Alors, on vient de gagner peut-être un bon mois aussi. Une coupe de bateau. Ouais. Alors, ça, il y a ça. Ça nous aide aussi. Alors, ça, c'est une chose. Ça, c'est du côté de Volvo. Alors, Volvo, pour le EX30, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux autres, ça va prendre... En 2025, ça va être un peu plus dur, puis ça va repartir peut-être vers la moitié de 2025. Ils vont transférer la ligne de production pour les véhicules destinés au Canada qui partaient de Chine. Il y a déjà une usine qui existe en Belgique, qui sont en train actuellement, au moment où c'est qu'on se parle, de changer la ligne pour faire justement des 30, qui vont être destinés au marché États-Unis et Canada. OK. Donc, on se vire d'abord assez vite. Oui. Du côté de Polestar, plus compliqué un peu. Polestar, c'est une compagnie qui, actuellement, ce qu'on se parle, il y a un seul véhicule. Et ce véhicule-là est fait en Chine. On parle du Polestar 2. Mais il y a le Polestar 3 qu'on devrait livrer d'ici une semaine ou deux. Je l'ai conduit, j'étais à Victoria, je l'ai fait sur circuit fermé. C'est un char extraordinaire. Lui, il n'y a pas de problème, il est fait en Caroline du Sud. OK? Bon, ça ne changera pas. Et le 4, qui était supposé justement arriver vers la fin de l'année, va être retardé d'une année. Le temps, encore une fois, logistiquement, de transférer la production d'une usine de Chine à une usine de Corée du Sud. Mais ça va prendre 1 an. Alors, on vient de perdre 1 an. Le 2, ça, c'est le problème. Il n'y a pas de solution de rechange pour le 2. OK? Il n'y aura pas de changement d'usine avant la prochaine génération. Mais là, on parle peut-être de 2-3 ans. OK? Alors, si vous avez toujours voulu avoir un 2, là, c'est le temps ou jamais. Parce que là, on en a, ils nous ont donné, ils vont nous donner une barge de voiture. Mais après ça, quand ça va être fini, il n'aura plus pendant une couple d'années. Une couple d'années. Donc, une couple si d'années on de veut ce le modèle-là. petit Polestar, faut y aller. C'est le temps ou jamais. Tout de suite. Oui. faut aller immédiatement vous voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, dernière question rapide, de changer ce tarif-là, le réduire? Est-ce qu'il n'y a pas des négociations en cours avec les États-Unis ou une possibilité où je pense qu'il faut faire une croix et on n'aura jamais de voitures chinoises électriques? Non, je ne suis pas prêt à dire ça. Évidemment, je ne suis pas le gouvernement, puis il va probablement avoir un changement de gouvernement au niveau fédéral dans 1 an, ou peut-être même avant ça, là, d'après ce que je lis dans les journaux, mais je ne veux pas rentrer dans la politique. Moi, ce que je vous dis, c'est que, premièrement, le 1er octobre, c'est une date qui a été décrétée par le Canada. Les États-Unis, ça fait 4-5 mois qu'ils ont déclaré exactement les mêmes tarifs, mais ça n'a pas encore été implanté. Ils n'ont même pas encore de date. On ne se le cachera pas, le Canada
a fait vraiment ça parce que c'est une commande des États-Unis. Oui, c'est ça. OK? Alors, le 1er octobre, ça va être vraiment le 1er octobre? Je ne serais pas surpris que ça peut retarder d'un mois ou deux. Je serais bien surpris que le Canada passe avant les États-Unis d'un tarif, alors qu'on a beaucoup moins d'industrie. On n'a pas d'industrie domestique Personne comme Ford ou construit, GM exact. à protéger. Alors, ça, c'est un point d'interrogation. Ça, je ne sais pas ce qui peut arriver avec ça. C'est sûrement un dossier qu'on va avoir à rejaser dans un avenir très rapproché. Charles Saillant, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, Daniel. Ça fait plaisir d'être passé. Charles Saillant, co-président du groupe Saillant et aussi président sortant de la CADA. On va bien parler. Voici de retour 670-9078 poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Vous m'en avez parlé beaucoup des billets pour le Salon du véhicule électrique. Oui, je ramasse vos noms via le Facebook, via le téléphone également ou encore notre courriel. Et la semaine prochaine ou l'autre, je pense que là, on va commencer à attribuer des paires de billets. Merci de le faire en grand nombre. Jacques, on a plusieurs questions. Il va tout de suite. Ben oui. Julie, elle veut savoir une Nissan Leaf 2014, comme neuf, 26 000 km seulement, un seul propriétaire. Je demeure à 9 km de mon travail. Est-ce que c'est un bon choix? Bien, définitivement, si le véhicule est bien conservé et qu'il a été protégé comme il doit être, il y aura une inspection à faire sur le véhicule, vérifier peut-être l'état de la batterie, dans quelles conditions qu'elle est, parce que les années altèrent la batterie. Alors, moi, je considère que c'est un très bon véhicule et économique et le kilométrage qu'elle va avoir à faire, elle va toujours être en électrique 26 et en 000 économique. km 2014, c'est comme neuf. Ben non, c'est neuf. Évidemment, il faut faire une inspection quand même sécuritaire, sommaire, mais il reste que c'est un très bon véhicule. On reste chez Nissan, Jacques. Pathfinder 9 pour 5 ans, je remarque 1200 livres. Comme si vous n'allez rien avoir en arrière du véhicule. Absolument. Ce qu'on met au niveau poids. J'aime la nouvelle mouture du Pathfinder. Moi aussi. On a fait un bon travail avec ce véhicule-là. Les années d'avant, ben non, pas vraiment. Là. Ben, pas à partir de l'année passée, ce nouveau modèle. C'était pas méchant comme véhicule, mais c'est juste qu'on on est tellement habitué de voir passer la publicité de tous les autres grosses marques qui existent sur le marché. Quand on arrive avec parler d'un Nissan Pathfinder, ils n'ont pas vraiment poussé fort sur la publicité de ce camion-là. Alors, très bon achat. La nouvelle mouture, la transmission superbe, l'intérieur, on a fait un travail. On a ramené le Pathfinder plus robuste parce qu'il était... on l'avait adouci, On l'avait disons. adouci. Un petit peu trop. On y va. Sylvain, il dit RAV4 Prime ou hybride, lequel choisir? Donc, le PHEV ou un hybride? On est tout mêlé là-dedans. Ma théorie personnelle, si le 90, 95, 98 de votre déplacement quotidien, c'est en ville, vous prenez le PHEV. Si vous faites beaucoup de routes, puis souvent de la route, embarrassez-vous pas du PHEV. Le hybride va être quand même rentable. Si vous faites entre les deux, bien là, vous choisissez un ou l'autre. Moi, je pense que le coût d'avoir un PHEV, être obligé d'avoir une borne ou quelque chose du genre, même si on peut avoir juste sur un 110, mais quand même, moi, personnellement, je veux pas m'occuper du fameux câble là, pour avoir à traîner ça puis sortir ça de temps à autre et qui n'est pas trop propre. Non. Moi, je prends un RAV4 hybride, point. Un RAV4 hybride, point. Une rapide, Régent, il veut savoir, j'ai un moteur 2,5 litres Sky Active de Mazda. Je sais pas quelle essence utiliser. On me dit de mettre du super, puis d'autres du ordinaire. C'est un Mazda, il faut que ce soit bien clair. Le moteur Mazda recommande autant de l'ordinaire que du super. Donc, ça, il n'y a pas de problème. N'importe quelle essence, on peut le prendre. Moteur à compression élevée, le Sky Active va être plus à l'aise avec du super, par contre, mais il peut prendre toutes les essences. Bien, c'est ça. Bien, parce que, comme tu dis, le moteur, il roule aux 2 essences sans aucun problème. C'est juste que vous perdez de la puissance. On a quelque chose comme 215 ou 218 chevaux avec Seul constructeur à mentionner les deux puissances, d'ailleurs. C'est ça. Et si on met de l'essence super, on a 255 chevaux environ. Alors, un ou l'autre, si vous allez à une pompe et c'est du régulier, vous trouvez que le prix est intéressant, vous mettez ça dans le véhicule, il n'y a aucun problème avec ce moteur-là 2.5. Absolument. Et comme c'est un moteur à compression élevée,
Donc, si je prends le 2.5 turbo, c'est 250 ou 226. Dans d'autres compagnies, si le taux de compression n'est pas aussi élevé, la différence de perte de puissance ne sera pas aussi majeure que ça. Donc, il faut faire attention pour ne pas faire la règle puis l'appliquer à tous les moteurs de l'industrie. C'est pas ça. Rapidement, SX4 all-wheel drive, oui ou non? Est-ce qu'on a des problèmes de pièces? Non. Il y a des problèmes. Il y a de la pièce en... Pas vraiment. Il faut faire attention parce que j'entends parler de gens qui en ont et les coulages au niveau du seal là, pour le pont arrière, des petites choses de même, radiateurs qui ont commencé à pourrir, les bas de radiateurs, les conduites d'huile. Alors, il y a une bonne inspection à faire. Les suspensions arrière, chaque côté, le différentiel entre l'avant et l'arrière, on fait un petit bout en avant, puis c'est la seule voiture que je vous recommande de faire un essai routier de reculons. On met le reculon et on recule avec pour voir et s'assurer qu'il n'y a pas d'accro puis que le tout se passe bien. Donc, il faut faire un essai routier d'avant puis un essai routier de reculon avec le SX4. C'est bien important de le faire. C'est vrai. Et vous allez voir, s'il accroche en reculon, bien, c'est que vous allez avoir des sous à mettre sur votre véhicule. Puis une facile, en terminant, une réponse oui-non, Jacques. Subaru Forester Wilderness. Wilderness, c'est juste pour avoir un petit peu plus qu'un autre. Puis un petit peu plus d'élevé au sol. Ouais. Ben oui, puis avoir un peu plus de plastique. C'est ça, c'est ça. Moi, Mais si vous faites chemin de gravier, ce genre de choses-là, c'est le véhicule idéal pour ça parce qu'on a relevé un peu le tout, puis il est encore meilleur un peu hors route. Oui, oui. C'est plus gros, tout ça. Bon, c'est intéressant. Mais ça dépend, moi, ce qu'on veut payer. Question. C'est le prix qui change tout. Chaque fabricant le fait maintenant, là, à mettre un petit peu de punch sur le véhicule et donner une petite allure hors route. Fait qu'on a l'option de le faire. Alors, c'est oui pour le Wilderness. Merci, Jacques. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.